Ce soir-là, personne n'a compris ce qui venait de se passer. Pas les invités, pas lui, peut-être pas même elle, pas encore. Tout ce qu'on a vu, c'est une femme qui s'est levée de table, qui a posé quelque chose devant tout le monde et qui est sortie sans se retourner. La suite, c'est ce qu'on ne voit jamais de l'extérieur. Les personnages et les situations de cette histoire sont entièrement fictifs. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait purement fortuite. La table avait été dressée avec soin, comme chaque fois que Julien voulait que les choses paraissent bien. La nappe en lin blanc qu'il avait rapportée d'un séjour à Florence 3 ans plus tôt, les verres à pied que personne n'utilisait jamais, sauf lors de ces dîners-là, les bougies disposées en nombre suffisant pour que la lumière soit flatteuse, sans paraître calculée. Tout cela, Anne le connaissait par cœur, chaque détail, chaque intention derrière chaque détail. 12 ans de mariage vous apprennent à lire une pièce comme on lit un visage, et Anne, ce soir-là, lisait sans illusion. Ils étaient aux 14 autour de la table. Des amis de Julien pour la plupart, ou plutôt des gens qui gravitaient dans son orbite professionnelle et que les années avaient progressivement transformés en amis du couple, cette catégorie floue où personne n'appartient vraiment à personne. Il y avait Marc et Isabelle, les voisins du dessous qui riaient trop fort à chaque plaisanterie de Julien. Il y avait Philippe, son associé, dont la femme, une femme dont Anne n'avait jamais retenu le prénom sans effort, portait ce soir une robe couleur saumon qui lui allait bien. Il y avait aussi Chloé, la seule personne dans cette pièce qu'Anne aurait choisie librement, assise en bout de table, qui lui avait adressé en arrivant un regard bref et doux, le genre de regard qui dit « Je suis là sans avoir besoin de le formuler ». Anne avait cuisiné. Bien sûr qu'elle avait cuisiné. Elle cuisinait toujours pour ses dîners, parce que Julien aimait pouvoir dire à ses invités que sa femme avait tout préparé elle-même, comme si c'était une qualité qu'il lui reconnaissait, alors que c'était simplement une tâche qu'il lui déléguait. Le gigot d'agneau reposait sur le buffet, parfaitement rosé. Les légumes confits embaumaient encore. Quelqu'un avait dit en entrant que ça sentait divinement bon, et Julien avait répondu merci avec la désinvolture de celui qui accepte un compliment pour un travail qu'il n'a pas fait. La conversation avait suivi son cours habituel, les vacances de l'un, le projet immobilier de l'autre, une histoire entendue au bureau qui avait fait rire tout le monde sauf Anne, non par manque d'humour, mais parce qu'elle avait entendu cette histoire 3 fois déjà, racontée par Julien dans 3 versions légèrement différentes, selon l'effet qu'il cherchait à produire. Elle souriait quand même, portait son verre à ses lèvres, répondait aux questions qu'on lui posait avec la précision économe de quelqu'un qui sait depuis longtemps qu'on ne l'écoute pas vraiment. Ce n'était pas de l'amertume, c'était de la lucidité, et il y avait une différence que les gens confondent souvent. Sous sa chaise, posée contre le pied de la table, la chemise en papier craft était là. Anne n'avait pas eu besoin d'y penser de toute la soirée. Elle savait qu'elle était là, c'était suffisant. Elle avait passé 3 semaines à rassembler ce qu'elle contenait. 3 semaines méthodiques et silencieuses, pendant lesquelles elle avait continué à vivre comme avant, à cuisiner, à sourire, à poser des questions sur des réunions dont elle se moquait désormais éperdument, à dormir de son côté du lit, dans un calme qui ressemblait de l'extérieur à de la sérénité, et qui était en réalité de la résolution. Ce fut après le dessert que Julien se leva. Il aimait les toasts, il avait toujours aimé ça. Le moment où l'assemblée se tait, où tous les regards convergent, où il tient son verre et devient pour quelques secondes le centre de quelque chose. Anne reconnut le geste avant même qu'il ouvre la bouche, cette façon qu'il avait de redresser légèrement les épaules, de laisser un silence s'installer pour en augmenter l'effet. « Ce soir, dit-il, ça fait 12 ans, et je veux lever mon verre à... » Il marqua une pause, sourit, promena son regard sur la tablée avec la satisfaction de quelqu'un qui sait que la salle est acquise. « À ma plus grande erreur. Mon épouse. » Les rires fusèrent, francs et immédiats. Le genre de rire qu'on libère quand on est soulagé qu'une blague soit drôle, quand on n'a pas à faire semblant. Marc frappa la table de la paume. Philippe souriait dans sa barbe. La femme à la robe saumon porta la main à sa bouche dans un geste de fausse indignation amusée. Anne regarda Julien, qui regardait ses invités avec le sourire de celui qui a réussi son effet, et elle vit dans ce sourire tout ce qu'il y avait à voir. L'absence de remords, l'habitude, la certitude tranquille que ce genre de choses passerait comme ça avait toujours passé, parce qu'Anne était le genre de femme qui laisse passer. Elle posa sa serviette sur la table. Elle se leva sans bruit, sans hâte, et se pencha pour ramasser la chemise en craft posée contre le pied de sa chaise.
Le mouvement fut si calme que personne ne le remarqua tout de suite. Elle posa la chemise au centre de la table, entre les bougies et les verres à demi vides, et ce fut ce geste-là, précisément, ce geste sans violence et sans tremblement, qui fit taire les rires un à un. « Tu ne te plaindras pas de ce que tu vas trouver là-dedans, » dit-elle. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'en avait pas eu besoin. Julien la regarda, et son sourire se défit d'une manière qui n'avait rien de spectaculaire. Ce n'était pas un effondrement théâtral, c'était simplement la disparition de quelque chose, comme une lumière qu'on éteint. Il baissa les yeux vers la chemise, puis les releva vers Anne, et dans cet intervalle d'une seconde à peine, quelque chose changea dans la pièce que personne ne sut nommer, mais que tout le monde sentit. Anne prit son sac à main accroché au dossier de sa chaise, fit le tour de la table, s'arrêta un instant derrière Chloé, juste le temps de poser brièvement la main sur son épaule, et traversa le couloir jusqu'à la porte d'entrée qu'elle referma derrière elle sans la claquer. Dans l'escalier, elle n'accéléra pas le pas. Elle avait tout son temps, désormais, et c'était une sensation qu'elle avait oubliée depuis si longtemps qu'elle ne l'avait pas reconnue tout de suite, la sensation d'avoir, enfin, tout son temps. Le studio faisait 42 mètres carrés. Anne le savait parce qu'elle avait lu l'annonce 17 fois avant de signer le bail, 3 semaines plus tôt, dans un café près de son ancien bureau, avec le stylo que Julien lui avait offert pour leur premier anniversaire de mariage et qu'elle avait conservé par habitude, non par sentiment. Le studio se trouvait dans le 11e arrondissement, 2e étage sans ascenseur, fenêtre donnant sur une cour intérieure, où un vélo rouillé était enchaîné à une canalisation depuis au moins l'hiver précédent. Elle avait vérifié l'état du chauffage, la pression de l'eau, l'épaisseur des murs. Elle avait fait une liste. Il était 2 heures du matin quand elle posa son sac sur le sol et resta immobile au milieu de la pièce vide, la lumière du couloir encore allumée, parce qu'elle n'avait pas encore trouvé l'interrupteur du plafonnier. Le lit qu'elle avait commandé en ligne arriverait jeudi. Pour cette nuit, il y avait un matelas gonflable prêté par Chloé, 2 draps, un oreiller. C'était suffisant. Anne s'assit sur le bord du matelas, retira ses chaussures et demeura ainsi un moment les mains posées sur les genoux, regardant le mur d'en face sans y voir grand-chose de particulier. Son téléphone avait vibré dans le taxi. « Chloé, tu es où là ?»« Dans le taxi, je vais au studio. » Il y avait eu un silence, puis Chloé avait dit simplement « Appelle-moi si tu as besoin, n'importe quelle heure. » Anne avait répondu d'accord et avait raccroché, et c'était tout, et c'était exactement ce qu'il fallait. Elle pensa à Lyon. Elle avait 26 ans quand elle avait rencontré Julien, finissait un master en gestion de projet et travaillait à mi-temps dans une agence de communication du 2e arrondissement. Lui était consultant, 31 ans, une façon de parler en réunion qui donnait l'impression que tout était déjà décidé avant même qu'on en discute. Elle l'avait trouvé brillant, et il l'était. Ça, elle ne se le cachait pas. Ce serait plus simple si elle avait tout inventé depuis le début. Mais non. Au début, il y avait eu quelque chose de réel, et c'était précisément pour ça que tout le reste avait pris aussi longtemps à s'effriter. La première fois qu'il l'avait ridiculisée devant des gens, c'était 6 mois après le mariage, lors d'un dîner chez Philippe. Elle avait parlé d'un projet urbain qu'elle suivait dans le cadre de son travail, et Julien avait ri doucement en disant « Anne a tendance à simplifier les choses complexes. C'est son côté attachant. » Les autres avaient souri. Elle aussi avait souri, parce que sur le moment elle n'avait pas su quoi faire d'autre, et parce qu'elle s'était dit que c'était maladroit, qu'il ne l'avait pas fait exprès, qu'il était fatigué ce soir-là. Elle s'était dit beaucoup de choses pendant beaucoup d'années. 2 ans plus tard, elle avait abandonné son poste de chef de projet dans une entreprise où elle progressait régulièrement, parce que Julien avait eu une opportunité à Paris et qu'il fallait qu'elle le suive. Il avait dit nous en parlant de cette décision, alors que c'était elle seule qui renonçait à quelque chose. Elle avait recommencé à zéro dans une ville qu'elle ne connaissait pas, dans un réseau professionnel qui était entièrement le sien à lui, et pendant les premières années, elle avait trouvé normal de construire autour de lui plutôt qu'à côté de lui. Ce n'était pas de la naïveté, c'était de la confiance mal placée, et la frontière entre les deux est souvent invisible de l'intérieur. Elle se leva, alla dans la petite cuisine, fit couler de l'eau froide et en but un verre debout, appuyé contre l'évier. Par la fenêtre, elle voyait les lumières de 2 appartements encore allumés dans la cour. Quelqu'un regardait la télévision, quelqu'un d'autre lavait la vaisselle. La vie ordinaire des gens à 2 heures du matin, indifférente et réconfortante dans son indifférence. Elle retourna s'asseoir sur le matelas,
prit son téléphone, ouvrit une nouvelle note et commença à écrire. Revenus actuels, 0. Économie personnelle, 18 000 €, compte à son seul nom, ouvert il y a 8 mois. Contact professionnel à relancer, 11, dont 3 susceptibles de répondre rapidement. Maître Faure, son avocate, avait rendez-vous dans 4 jours. La chemise était entre les mains de l'étude depuis ce matin. Elle éteignit le téléphone et s'allongea sur le dos dans l'obscurité, les mains croisées sur le ventre. Elle n'avait pas pleuré de la soirée, et elle ne pleura pas davantage maintenant, non par orgueil, mais parce que la tristesse qu'elle portait n'avait pas cette forme-là. C'était quelque chose de plus sourd, de plus vieux, qui ressemblait moins à une douleur qu'à la fin d'un effort très long. Elle ferma les yeux. Dehors, la ville continuait son bruit de fond habituel, et Anne s'endormit dedans, dans son studio à elle, pour la première fois depuis très longtemps sans attendre que quelqu'un rentre. Le téléphone d'Anne sonna le lendemain matin à 8h20, alors qu'elle buvait un café debout dans la cuisine du studio, appuyée contre l'évier, regardant le vélo rouillé dans la cour. C'était Monique, la mère de Julien. Anne laissa sonner 3 fois avant de décrocher. « Anne, il faut qu'on parle. »« Bonjour Monique. Tu te rends compte de ce que tu as fait hier soir ? Devant tout le monde. Philippe était là, les collègues de Julien étaient là. Tu as humilié toute la famille. » Anne posa son café sur l'évier. Elle avait préparé cette conversation dans sa tête depuis plusieurs semaines, pas parce qu'elle aimait anticiper les conflits, mais parce qu'elle savait que les conflits arriveraient et qu'il valait mieux les traverser avec les idées claires. « Julien a porté un toast pour dire que j'étais sa plus grande erreur, » dit-elle, devant les mêmes personnes. « C'était une plaisanterie, tu le sais très bien. »« Oui, » dit Anne, « je le sais. » Il y eut un silence, et dans ce silence, Monique comprit peut-être qu'elle n'obtiendrait pas ce qu'elle était venue chercher, parce qu'elle changea de ton, passa de l'attaque à quelque chose qui ressemblait davantage à de la supplication. « Anne, vous pouvez encore arranger ça. Julien est prêt à discuter. Pour l'image de la famille, pour vous deux ? Bonne journée, Monique. » Elle raccrocha, reprit son café, finit de le boire. Le vélo rouillé était toujours là. 3 jours plus tard, elle déjeuna avec sa propre mère, qui avait pris le train depuis Bordeaux, non pas pour la soutenir, Anne le comprit dès le début du repas, mais pour la raisonner. Elles étaient dans un bistrot près de la gare de Lyon, à une table un peu trop proche des autres, et sa mère parlait à voix basse, comme si ce qu'elle disait ne devait pas s'entendre, ce qui agaça Anne dès la première minute. « Je ne dis pas qu'il a bien agi, » dit sa mère en coupant sa salade avec une précision inutile. « Je dis que tu aurais pu gérer ça autrement, en privé, sans faire de scène. » Ce n'était pas une scène. « Anne, tu as posé des documents sur la table devant 14 personnes. C'est lui qui a fait le toast. » Sa mère posa ses couverts, la regarda avec cette expression qu'Anne connaissait depuis l'enfance, ce mélange de lassitude et d'inquiétude qui avait toujours signifié « tu compliques les choses inutilement ». « À ton âge, » dit-elle, « recommencer à 0. »« J'ai 41 ans, » dit Anne. « Pas 70. » Le reste du déjeuner se passa dans une politesse tendue, et elles se quittèrent devant la station de métro avec une bise rapide et la promesse vague de se rappeler bientôt. Dans le métro, Anne regarda les gens autour d'elle sans les voir, et pensa que sa mère n'avait pas tort sur un point. Recommencer à 0 à 41 ans n'était pas simple. Mais elle n'avait pas dit que ce serait simple. Elle avait dit que ce serait nécessaire, et c'était différent. Le coup le plus dur vint d'une direction qu'elle n'avait pas anticipée. Sandra, une amie qu'elle voyait depuis 7 ans, lui envoya un message le mercredi suivant. « Je pense à toi, mais tu comprends que ça me met dans une position difficile avec Philippe et Julien. On se retrouve dans quelques mois quand les choses se seront tassées ?» Anne lut le message 2 fois, le posa sur la table et ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre. C'est Chloé qui vint le jeudi soir avec une bouteille de vin rouge et 2 verres en plastique parce qu'Anne n'avait pas encore de verre. Et elles s'assirent par terre sur le parquet du studio, le dos contre le mur, et parlèrent pendant 2 heures de choses importantes et de choses sans importance dans le désordre naturel des vraies conversations. « Maître Faure, c'est bien ?» demanda Chloé. « Froide. Précise. Elle ne m'a pas dit que tout irait bien. C'est bon signe. » « C'est ce que je me suis dit. » Chloé remplit les verres, regarda le plafond un moment, puis dit « Sandra t'a écrit. Ce n'était pas une question. » Anne la regarda. « Comment tu sais ? » « Parce que je la connais. Et parce que Philippe est son mari. »
Elle marqua une pause. « Tu lui as répondu ?»« Non. » Chloé hocha la tête lentement, comme si c'était la bonne réponse et qu'elle n'avait pas besoin de le confirmer à voix haute. Elles burent en silence un moment, et ce silence-là n'avait rien de pesant. C'était le silence de deux personnes qui n'ont pas besoin de remplir l'espace pour se sentir ensemble. Avant de partir, Chloé enfila son manteau et dit, la main déjà sur la poignée de la porte. « Il y a une ouverture chez nous. Coordinatrice de projet. C'est en dessous de ce que tu sais faire, mais c'est réel et c'est maintenant. » Anne la regarda. « Envoie-moi l'annonce. » Chloé sourit. Pas un grand sourire, juste le coin des lèvres, et referma la porte derrière elle. Anne resta assise par terre encore un moment, le verre vide entre les mains, et pensa que le monde s'était rétréci ces derniers jours d'une façon qu'elle n'avait pas prévue, mais qu'il restait dedans une ou deux choses solides, et que c'était peut-être suffisant pour commencer. L'annonce que Chloé lui avait envoyée disait coordinatrice de projet, expérience souhaitée en communication, contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir immédiatement, et Anne l'avait lu 3 fois avant de répondre oui, non pas parce qu'elle hésitait, mais parce qu'elle voulait être certaine de dire oui pour les bonnes raisons, parce que c'était un point de départ réel, pas parce qu'elle n'avait pas le choix, nuance qu'elle tenait à maintenir claire dans sa propre tête, même si personne d'autre n'aurait pu faire la différence. Elle se coupa les cheveux le samedi précédant sa prise de poste, dans un salon du quartier qu'elle avait choisi au hasard en passant devant la vitrine, 10 centimètres plus court, rien de spectaculaire, et la coiffeuse lui avait demandé si c'était pour une occasion particulière, et Anne avait répondu non, juste comme ça, ce qui était à la fois faux et parfaitement exact. Le premier jour, elle arriva avec 8 minutes d'avance, ce qui était dans ses habitudes depuis toujours, et attendit dans le hall en relisant une dernière fois le nom des membres de l'équipe que Chloé lui avait communiqué par message. L'agence s'appelait Lumière Conseil. Elle occupait le 3e étage d'un immeuble haussmannien du 9e arrondissement, dont l'ascenseur était trop lent et les couloirs sentaient le café froid. Et dès les premières minutes, Anne comprit 2 choses simultanément. Qu'elle était surqualifiée pour ce poste et que ça n'avait aucune importance pour l'instant. Sa responsable directe s'appelait Nathalie, la quarantaine efficace, qui lui fit faire le tour des bureaux avec la brièveté de quelqu'un qui a beaucoup à faire et peu de temps pour les présentations, et qui lui dit en lui montrant son poste de travail qu'elle verrait avec Olivier pour les dossiers en cours, Olivier étant le directeur adjoint, absent ce matin-là pour une réunion externe. Anne nota le nom, s'installa, ouvrit les dossiers qu'on lui avait laissés sur le bureau et commença à lire, et c'était aussi simple que ça, le premier matin, pas de révélation, pas de sentiment particulier, juste le travail qui reprend et les mains qui savent quoi faire même quand le reste est encore flou. Olivier Caron arriva en fin de matinée, posa son manteau sur le dossier de sa chaise sans regarder autour de lui, puis remarqua Anne et traversa l'open space dans sa direction avec la démarche de quelqu'un qui ne se presse jamais mais arrive toujours à l'heure, la main tendue avant même d'être tout à fait arrivé. Olivier Caron, bienvenue. Anne, merci. Il avait une voix posée, un regard qui ne cherchait pas à impressionner, et il lui posa 2 questions précises sur son parcours. Pas les questions polies qu'on pose par politesse, mais les questions de quelqu'un qui veut savoir à qui il a affaire, avant de retourner à son bureau sans s'attarder. Anne le regarda partir et pensa simplement qu'il avait l'air sérieux, ce qui était une qualité qu'elle avait cessé de tenir pour acquise. Les semaines qui suivirent établirent un rythme qui lui convenait, fait de tâches concrètes, de réunions courtes et d'une équipe qui l'accepta sans effusion ni hostilité, avec la neutralité professionnelle des gens qui jugent sur le travail plutôt que sur les apparences. Elle en était reconnaissante sans le montrer, parce que la gratitude excessive dans un contexte professionnel lui avait toujours semblé déplacée. On faisait son travail, les autres faisaient le leur, et si tout le monde le faisait bien, il n'y avait pas grand-chose à ajouter. Un soir, alors qu'elle finissait de relire un rapport que Nathalie attendait pour le lendemain matin, son téléphone vibra sur le bureau. Le nom de Julien s'afficha, et en dessous un message d'une seule ligne. « Tu vas regretter ». Elle le lut, posa le téléphone face contre le bureau, finit son rapport, envoya le fichier à Nathalie, éteignit son ordinateur, prit son manteau et sortit. Dans le métro, elle ne pensa pas à Julien, mais aux 3 dossiers qu'elle devait préparer pour la semaine suivante, et à la lampe de bureau qu'elle n'avait pas encore achetée pour le studio, et à rien de particulier aussi, parfois, le regard posé sur les rails qui défilaient dans le noir, ce qui était déjà une forme de paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle mangea debout ce soir-là,
une assiette de pâte au beurre, appuyée contre l'évier, regardant par la fenêtre les lumières de la cour s'éteindre une à une, et il n'y avait rien de triste dans ce tableau, rien de glorieux non plus. C'était simplement sa vie, à elle, et elle commençait tout juste à en prendre la mesure exacte. 2 mois s'étaient écoulés depuis le premier jour chez Lumière Conseil, et Anne avait pris ses marques avec la discrétion de quelqu'un qui sait travailler sans avoir besoin qu'on le remarque, ce qui paradoxalement finit toujours par se remarquer. Nathalie lui avait confié un dossier plus complexe que ce que son poste impliquait normalement. Une restructuration de la communication externe d'un client du secteur pharmaceutique, et Anne l'avait traité avec la même méthode qu'elle appliquait à tout, sans se plaindre de la charge, sans revendiquer de reconnaissance, en faisant simplement le travail jusqu'à ce qu'il soit fait correctement. C'est sur ce dossier qu'elle avait commencé à travailler tard avec Olivier, d'abord 2 soirs par semaine, puis 3, parce que le client était exigeant et les délais serrés, et qu'Olivier était le genre de directeur qui ne délègue pas les difficultés, mais les partage, ce qu'Anne avait mis quelques semaines à comprendre et qu'elle avait trouvé, une fois compris, remarquablement rare. Ils travaillaient bien ensemble, avec l'efficacité naturelle de 2 personnes dont les façons de penser se complètent sans se heurter. Lui plus synthétique, elle plus attentive aux détails, et ni l'un ni l'autre n'avait besoin de le formuler pour que ça fonctionne. Les conversations restaient professionnelles, précises, ponctuées parfois d'un commentaire bref sur le client ou sur une décision de Nathalie, jamais de confidence, jamais de questions personnelles, et Anne appréciait cette retenue qui n'avait rien de froid, mais qui respectait une frontière qu'ils avaient tous les deux, sans se concerter, décidé de maintenir. Un mardi soir, alors qu'il finissait de relire la dernière version d'une présentation, Olivier repoussa son clavier, se frotta les yeux et dit, sans transition particulière, qu'il avait passé les 2 dernières années à réapprendre à habiter un appartement seul, après le décès de sa femme, et que certains soirs c'était encore étrange, la façon dont le silence d'une pièce peut changer complètement de texture selon qu'on est seul par choix ou seul par circonstance. Il ne dit pas ça pour obtenir quelque chose, ni compassion ni réciprocité. Il le dit comme on dit une chose vraie à quelqu'un devant qui on n'a pas envie de faire semblant. Et Anne l'écouta sans chercher à combler le silence qui suivit, ce qui était la seule réponse juste. « Je comprends ça, » dit-elle simplement après un moment. Il hocha la tête, rouvrit son ordinateur, et ils reprirent la présentation. Ce soir-là, en descendant vers le métro, ils marchèrent côte à côte sans avoir décidé de le faire. Et devant l'entrée de la station, Anne s'arrêta pour chercher son passe dans son sac, et Olivier s'arrêta aussi, et ils parlèrent debout sur le trottoir pendant 40 minutes, sans le réaliser vraiment, passant du client pharmaceutique à une exposition qu'Olivier avait vue le week-end précédent au musée d'Orsay, puis à Lyon où Anne avait étudié, et où Olivier avait de la famille, puis à rien de particulier, la conversation qui ralentit naturellement quand il est tard et qu'on a dit l'essentiel sans l'avoir nommé. Quand ils se dirent bonsoir, ce fut avec la brièveté de 2 personnes qui savent qu'elles se reverront demain matin et que ça suffit. Le lendemain, Anne raconta à Chloé la conversation devant le métro, avec la précision factuelle qu'elle mettait à raconter les choses importantes, et Chloé l'écouta jusqu'au bout avant de sourire de ce sourire qu'elle avait depuis l'université, légèrement de côté, qui signifiait qu'elle avait compris quelque chose qu'elle ne dirait pas à voix haute. « C'est trop tôt, » dit Anne. « Je sais, » dit Chloé. « Je ne suis même pas divorcée. »« Je sais. » Et lui, il sort d'un deuil. « Je sais tout ça, » dit Chloé. « Je n'ai rien dit. » Anne la regarda un moment, puis elles parlèrent d'autre chose. C'est la semaine suivante que Julien réapparut, non pas en personne, mais par le biais d'un email adressé à son adresse professionnelle, ce qui voulait dire qu'il avait cherché, qu'il avait trouvé, et qu'il voulait qu'elle sache qu'il avait trouvé. Le message était court, le ton faussement neutre. Il proposait de se retrouver pour discuter en dehors du cadre juridique, régler les choses entre eux directement, comme des adultes, disait-il, cette dernière formulation qui sous-entendait que ce qu'Anne avait fait jusqu'ici ne l'était pas. Elle lut le message une fois, transféra l'email à Maître Faure avec une ligne d'explication et archiva le message original sans y répondre. Ce soir-là, elle resta plus tard que prévu au bureau, non pas à cause de Julien, mais parce qu'un point du dossier pharmaceutique lui résistait depuis 2 jours et qu'elle avait décidé de ne pas rentrer avant de l'avoir résolu. Olivier passa devant son bureau vers 20h, vit qu'elle était encore là, s'arrêta dans l'encadrement de la porte. « Le paragraphe 3 de l'annexe », dit Anne sans lever les yeux.
Les projections sont incohérentes avec le trimestre précédent. C'est exactement ça. Il entra, s'assit dans la chaise en face d'elle, et ils travaillèrent encore 1 heure, et quand le problème fut réglé, Anne se leva, prit son manteau, et dit bonne nuit avec la tranquillité de quelqu'un qui n'a rien à cacher et rien à expliquer, ce qui était une sensation qu'elle avait oublié pouvoir ressentir. La veille de l'audience, Anne ne prépara rien. Elle avait déjà tout préparé. Le carnet noir était dans son sac. Maître Fort connaissait chaque ligne de chaque entrée, et il n'y avait plus rien à réviser, seulement à dormir, ce qu'elle fit pendant 6 heures d'un sommeil sans rêve, le réveil posé sur la table de nuit comme n'importe quel autre matin. La salle d'audience sentait le vieux papier et le chauffage trop fort. Il y avait une dizaine de personnes dispersées sur les bancs, des gens qui attendaient d'autres affaires, indifférents, et cette indifférence était presque réconfortante. Ici, personne ne la connaissait, personne ne prenait parti, c'était juste une salle où des choses se décidaient. Julien entra avec son avocat 3 minutes avant l'heure, s'installa de l'autre côté de l'allée centrale et ne la regarda pas. Anne le regarda. Elle, pas longuement, juste assez pour constater qu'il avait les épaules légèrement rentrées, ce qu'elle n'avait vu que rarement chez lui, et qui lui apprit plus que n'importe quelle parole. Maître Brennan était exactement ce que Maître Fort lui avait décrit. Calme en surface, tranchant dans le détail, le genre d'avocat qui sourit en posant les questions qui font mal. Il se leva avec une fluidité un peu théâtrale et commença par la scène du dîner, qu'il décrivit comme une mise en scène calculée, une humiliation publique délibérée. Et Anne l'écouta parler d'elle à la 3e personne, avec la sensation étrange d'entendre raconter la vie de quelqu'un d'autre. Quand ce fut son tour, elle s'installa dans le box, posa les mains sur les genoux et répondit aux questions de Maître Fort avec la même voix qu'elle aurait eue pour décrire un dossier professionnel. Les virements, les dates, le compte qu'elle ne reconnaissait pas, les 18 mois pendant lesquels elle avait continué à vivre normalement en notant tout dans un carnet parce qu'elle savait que sans preuve, personne ne la croirait. Elle ne cherchait pas à émouvoir. Elle cherchait à être crue, ce qui est différent. Brennan se leva pour le contre-interrogatoire avec un sourire de façade. « Vous dites avoir attendu 18 mois avant d'agir. Pourquoi ne pas avoir confronté votre mari directement ?»« Parce que j'avais besoin que les faits soient vérifiables, » dit Anne. « Pas juste ma parole contre la sienne. Ou parce que vous prépariez quelque chose. »« Je me protégeais, » dit Anne. « C'est la même chose, vu d'un autre angle. » Brennan marqua une pause, changea de direction, revint sur des dates, sur des montants, chercha les failles avec la patience de quelqu'un qui a du temps et qui sait que la fatigue finit par faire parler, et Anne répondit à chaque question sans accélérer, sans se défendre davantage que nécessaire, en laissant les faits faire le travail à sa place. À un moment, elle sentit le regard de Julien sur elle. Elle ne tourna pas la tête, mais elle le sentit, et elle sut à ce moment-là qu'il comprenait que quelque chose ne se passerait pas comme il l'avait prévu. Dans le couloir en sortant, il s'arrêta devant elle. Il avait les mains dans les poches et une expression qu'elle ne lui connaissait pas, quelque chose entre la stupeur et une forme de rancune qu'il ne savait pas encore formuler. « Tu n'étais pas comme ça avant, » dit-il. Anne s'arrêta, le regarda une seconde. « Si, » dit-elle, « tu ne regardais pas. » Elle continua à marcher. Le jugement arriva 3 semaines plus tard. Maître Fort appela un jeudi matin, direct comme toujours. « C'est favorable, l'essentiel est là. »« Merci, » dit Anne. « C'est vous, » dit Maître Fort. « Raccrochez et allez prendre l'air. » Anne sourit malgré elle, raccrocha, descendit les escaliers du bureau et marcha sans destination dans les rues du 9e, les mains dans les poches, le ciel blanc au-dessus des toits. Elle s'assit sur un banc dans un square qu'elle ne connaissait pas et resta là un moment sans rien faire de particulier, les yeux sur un bassin où 2 enfants lancèrent du pain aux pigeons, et si quelque chose montait dans sa gorge, elle ne sut pas exactement comment l'appeler, et ça n'avait pas vraiment d'importance. 6 mois s'étaient écoulés depuis le dîner, et la vie d'Anne avait pris une forme qu'elle n'aurait pas su décrire d'avance, mais qu'elle reconnaissait comme la sienne. Le studio devenu peu à peu habitable, une lampe achetée, des livres sur l'étagère qu'elle avait montés elle-même un dimanche après-midi, avec une notice en suédois et une patience qu'elle n'aurait peut-être pas eue 1 an plus tôt, des habitudes de quartier, le café du bas de la rue où la patronne connaissait sa commande, le marché, du jeudi matin, où elle achetait toujours trop de légumes et finissait par en donner la moitié à sa voisine du premier,
une femme de 70 ans qui s'appelait Madeleine et qui ne posait jamais de questions, ce qui était une qualité qu'Anne appréciait de plus en plus chez les gens. Nathalie l'avait convoquée un lundi matin pour lui annoncer sa promotion au poste de directrice de projet, avec le ton neutre et efficace qu'elle avait pour tout, en ajoutant que c'était mérité et qu'elle attendait d'Anne qu'elle prenne en charge 2 nouveaux clients dès la semaine suivante. Anne avait dit merci, était retournée à son bureau, avait ouvert ses dossiers, et c'était tout. Pas de célébration, pas de message envoyé à qui que ce soit dans l'immédiat, juste la satisfaction tranquille de quelque chose qui arrive au bon moment parce qu'on a fait le travail qu'il fallait faire. Ce fut Olivier qui lui envoya un message ce soir-là, le premier message personnel qu'il lui adressait depuis qu'ils se connaissaient, sobre et direct comme il était lui-même. « J'ai vu l'annonce de ta promotion. C'est mérité. » Anne lut le message dans le métro, le téléphone tenu à 2 mains, et resta sans répondre pendant 3 stations. Non pas parce qu'elle ne savait pas quoi dire, mais parce qu'elle voulait dire la bonne chose, et que les mots justes prenaient parfois plus de temps que les mots faciles. Elle finit par écrire « Merci, à demain ». Elle posa le téléphone sur ses genoux et regarda les rails défiler dans le noir par la vitre, et pensa à demain avec quelque chose qui ressemblait, prudemment, à de l'impatience. Le week-end suivant, elle alla chez Chloé, qui habitait une maison avec un jardin à 1 heure de Paris, et elles marchèrent le samedi après-midi dans une forêt de chênes dont les feuilles commençaient à peine à jaunir, sans itinéraire précis, sans chronomètre, à un rythme que les 2 corps trouvèrent naturellement après quelques minutes. Elles parlèrent de choses importantes et de choses sans importance dans le désordre que permet une vraie amitié, et il y eut aussi de longs silences que ni l'une ni l'autre ne chercha à remplir, parce qu'il y a une qualité de silence entre 2 personnes qui se connaissent depuis longtemps qui n'a besoin d'aucune justification. « Tu penses à lui » demanda Chloé à un moment, sans préciser de qui elle parlait. Anne réfléchit honnêtement avant de répondre. « Moins que je ne le pensais. »« Et différemment. C'est-à-dire ? Avant, je pensais à ce que j'aurais dû faire autrement. Maintenant, je pense juste à ce que c'était, sans chercher à le corriger. » Chloé hocha la tête, ramassa une feuille morte sur le chemin, la fit tourner entre ses doigts un moment avant de la laisser tomber. « Et Olivier ? » « Chloé, je pose la question. Je sais que tu poses la question. » Elles marchèrent encore un moment sans rien ajouter, et ce silence-là avait une couleur différente du précédent, plus chargé et plus amusé à la fois, et Anne laissa les arbres répondre à sa place. Le mercredi de la semaine suivante, elle croisa Julien. Ce n'était pas prévu, pas arrangé. Elle sortait d'une pharmacie rue du Faubourg Saint-Antoine, et il était là, sur le trottoir d'en face, qui attendait que le feu passe au vert, les mains dans les poches d'un manteau qu'elle ne lui connaissait pas. Il la vit au même moment qu'elle le vit, et il y eut une seconde suspendue, où ni l'un ni l'autre ne fit rien, puis le feu passa au vert, Julien traversa, Anne rangea son sac sous son bras, et continua dans la direction opposée. Ils ne se dirent pas bonjour. Il n'y avait rien à dire qui n'aurait pas été de trop. Le soir, dans le studio, elle s'assit à la table de la cuisine avec un verre de vin et son ordinateur, finit de relire un rapport pour le lendemain, envoya 2 emails, ferma l'ordinateur. Par la fenêtre, la cour était calme, le vélo rouillait toujours à sa place contre la canalisation. Elle pensa à Julien sur le trottoir, à son manteau qu'elle ne connaissait pas, et constata avec une certaine surprise qu'elle ne ressentait rien de particulier. Pas de tristesse, pas de satisfaction non plus, juste la conscience neutre d'un chapitre qui s'était refermé sans bruit, comme une porte qu'on pousse doucement jusqu'au déclic, et voilà. Elle rinça son verre, l'étala sur le bord de l'évier, éteignit la lumière de la cuisine et alla se coucher. Et demain, elle avait 2 nouveaux clients à prendre en charge et une réunion à 9 heures. Et c'était suffisant, c'était même bien. Olivier l'invita à dîner un jeudi soir, directement, sans ambiguïté, en fin de réunion alors que les autres partaient et qu'ils rangeaient leurs affaires de part et d'autre de la table de conférence. Il dit simplement qu'il aimerait qu'ils dînent ensemble, pas dans le cadre du travail, et il la regarda en disant ça avec le calme de quelqu'un qui a réfléchi avant de parler et qui assume ce qu'il dit sans en faire plus que nécessaire. Anne prit son temps avant de répondre, non pas pour le faire attendre, mais parce qu'elle voulait que son oui vienne d'un endroit réfléchi et non d'une impulsion. Et quand elle dit oui, c'était un oui entier, sans réserve formulée à voix haute, même si les réserves existaient, quelque part, et qu'ils le savaient tous les 2. Le restaurant qu'Olivier avait choisi était une petite adresse italienne du 10e arrondissement, 8 tables, une carte courte,
une lumière qui n'essayait pas d'être romantique et l'était quand même par défaut, et Anne apprécia ce choix sans le commenter. C'était un endroit pour parler, pas pour impressionner, et cette distinction lui semblait juste. Les premières minutes furent légèrement maladroites, de la maladresse honnête de deux personnes qui se connaissent bien dans un contexte et qui doivent apprendre à se connaître dans un autre, comme si les mots professionnels avaient laissé la place à un silence qu'il fallait maintenant meubler autrement. Ce fut Olivier qui le dit le premier, avec le sourire discret qu'il avait quand quelque chose l'amusait vraiment. « C'est étrange, non ? On a passé des centaines d'heures ensemble et je ne sais pas ce que tu bois. »« Du vin blanc, » dit Anne. « Presque toujours. »« Bourgogne ou Alsace ?»« Bourgogne. Toi ? » ?»« Rouge. Presque toujours. » Il ouvrit la carte des vins. « On va avoir un problème. » Anne rit, et ce rire-là était différent des sourires polis qu'elle distribuait en réunion. C'était un rire réel, bref, qui lui échappa sans qu'elle l'ait décidé, et Olivier le reçut sans en faire une remarque, ce qui était exactement la bonne façon de le recevoir. Ils commandèrent, parlèrent du quartier, d'un film qu'Olivier avait vu la semaine précédente et qu'Anne n'avait pas vu, d'un livre qu'Anne lisait depuis 3 semaines parce qu'elle n'avait pas le temps de lire autant qu'elle le voudrait. Et la conversation avançait avec la fluidité naturelle des échanges entre gens qui n'ont pas besoin de se vendre l'un à l'autre, qui peuvent dire « je ne sais pas » ou « je n'ai pas aimé ça » sans que ça devienne un problème. C'est au milieu du repas qu'Olivier parla de Claire, sa femme, avec la même sobriété qu'il avait eue le soir au bureau, quelques mois plus tôt. Il dit qu'elle était morte il y avait 3 ans, un cancer diagnostiqué tard, 8 mois entre le diagnostic et la fin, et qu'il avait mis longtemps à comprendre que continuer à vivre n'était pas une trahison, mais simplement ce qui restait à faire. Il ne cherchait pas de compassion. Anne le comprit tout de suite. Il posait juste les choses sur la table pour qu'elle sache à qui elle avait affaire, et elle lui en fut reconnaissante, d'une façon qu'elle n'exprima pas à voix haute. « Julien, » dit-elle après un moment, « 12 ans. Ce n'était pas un mauvais homme au sens absolu du terme. C'était un homme qui avait besoin que je sois moins que lui pour se sentir assez. J'ai mis trop longtemps à voir ça clairement. »« Ou le temps qu'il fallait, » dit Olivier. « C'est une façon généreuse de le voir. »« C'est la façon exacte, » dit-il, et il le dit sans chercher à la consoler, juste comme un fait qu'il croyait vrai, ce qui était différent et bien plus difficile à recevoir qu'une consolation. Ils sortirent du restaurant vers 22h30, dans un froid sec qui sentait l'automne finissant, et marchèrent, sans avoir décidé de marcher, dans la direction du canal, les mains dans les poches, chacun de son côté, les épaules proches, sans se toucher. À un moment, Olivier ralentit devant la vitrine d'une librairie fermée, regarda les livres exposés derrière la vitre, et dit sans se retourner « Je trouve ça difficile, les premiers pas, après ce qu'on a traversé chacun. »« Moi aussi, » dit Anne. Il se retourna vers elle, et elle soutint son regard sans chercher à mettre des mots sur ce qu'il y avait dedans, parce que les mots auraient été de trop. Il prit sa main, doucement, sans geste brusque, et elle ne la retira pas. Sa main dans la sienne était chaude et réelle et étrangère encore, et ces 3 choses à la fois lui semblèrent justes. Ils marchèrent encore un moment le long du canal, sans parler beaucoup, laissant le silence faire ce que les mots n'auraient pas su faire aussi bien. Et quand ils se dirent de bonsoir devant la station de métro, ce fut avec la brièveté de 2 personnes qui savent qu'elles ont commencé quelque chose sans avoir besoin de le nommer pour que ce soit vrai. De retour dans le studio, Anne posa son manteau sur la chaise, s'appuya un moment contre la porte fermée dans l'obscurité, la main de Julien encore quelque part dans sa mémoire et la main d'Olivier encore quelque part dans la sienne. Et elle resta là 1 minute, 2 peut-être, sans allumer la lumière, avant de se redresser et d'aller se coucher parce que demain elle avait une réunion à 9h et que la vie continuait, et que c'était bien comme ça, que c'était même exactement comme ça. Qu'elle voulait que ce soit. C'était une invitation en papier épais, enveloppe crème, écriture manuscrite, le mariage de Dorothée et Samuel, le 15 avril, domaine de la Valette, région de Fontainebleau. Dorothée était l'une de celles qui avaient ri ce soir-là autour de la table, pas méchamment, par réflexe, parce que tout le monde riait, et qu'il est difficile d'être la seule à ne pas rire quand on ne comprend pas encore ce qui se passe vraiment. Anne avait tenu l'invitation entre ses mains un long moment debout dans le couloir du studio, puis elle l'avait posée sur la table de la cuisine et était allée faire autre chose, et le lendemain matin, en buvant son café, elle avait regardé l'enveloppe et décidé qu'elle irait,
Non pas pour Dorothée en particulier, ni pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que la vie continuait et qu'elle en faisait partie, et que s'exclure par précaution était une forme de défaite à laquelle elle ne voulait plus consentir. Le domaine était beau, une longue allée de platanes, des tables dressées sous des arbres centenaires, une lumière de printemps qui rendait les choses douces sans les rendre fausses. Anne arriva seule, embrassa Dorothée qui la serra plus fort que d'habitude sans rien dire de particulier, ce qui était peut-être une façon de dire quelque chose quand même, et prit sa place à une table où elle ne connaissait presque personne, ce qui lui convenait parfaitement. Le repas fut long et bien arrosé, avec cette atmosphère particulière des mariages où les gens parlent plus librement qu'à l'ordinaire parce que la fête autorise une légèreté qu'on ne se permet pas toujours. Son voisin de table, un homme d'une 60aine d'années qui s'appelait Bernard et qui était le parrain de Samuel, lui parla pendant 20 minutes de son potager en Normandie avec un enthousiasme si sincère qu'Anne l'écouta avec un plaisir réel, posant des questions sur les tomates anciennes et les hivers difficiles. Et à aucun moment de cette conversation, il ne fut question de Julien, de divorce, de chemise posée sur une table. Il n'était question que de tomates et de Normandie, et c'était parfait. Plus tard, une femme qu'elle ne connaissait pas lui demanda ce qu'elle faisait dans la vie. Anne répondit directrice de projet dans une agence de communication, et la femme dit « Ah, c'est intéressant », et Anne dit « Oui, ça l'est ». Et la conversation continua sur autre chose, légère et sans conséquence, et Anne réalisa en l'espace de cet échange ordinaire qu'elle n'avait pas eu envie une seule fois d'expliquer d'où elle venait, ce qu'elle avait traversé, ce qu'elle avait laissé derrière elle. Parce que tout ça était réel et important, mais n'était plus le centre de gravité de ce qu'elle était, et ce déplacement-là, discret et définitif, était peut-être la chose la plus considérable qui lui soit arrivée depuis 1 an. Olivier l'attendait dans le studio quand elle rentra, tard, un peu fatigué des talons et du bruit, et il lisait sur le canapé avec la lampe allumée, les jambes allongées, une tasse de thé refroidie sur la table basse, et ce tableau domestique et ordinaire la frappa sans qu'elle s'y attende, non pas parce qu'il était extraordinaire, mais précisément parce qu'il ne l'était pas. C'était juste quelqu'un qui l'attendait dans la lumière, et elle avait oublié que les choses simples pouvaient peser. Autant. C'était bien, dit-il sans lever les yeux de son livre. C'était bien, dit Anne. Bernard m'a tout expliqué sur les tomates anciennes. Olivier leva les yeux, la regarda avec cette légère curiosité amusée qu'il avait parfois. Et tu as écouté? Avec intérêt, dit Anne. Il avait l'air heureux d'en parler. Olivier sourit, reposa son livre, et Anne alla dans la chambre changer de chaussures. Et pendant qu'elle défaisait les boucles de ses talons assises sur le bord du lit, elle pensa, brièvement, à la chemise en craft posée sur la table il y a 1 an, à la salle qui s'était figée, à l'escalier descendu sans se presser. Elle y pensa avec la distance tranquille de quelqu'un qui regarde une photographie ancienne, reconnaît le visage sans se confondre avec lui. Cette femme-là avait fait ce qu'il fallait faire, et cette femme-là, c'était elle, et ces 2 choses tenaient ensemble sans effort. Elle éteignit la lumière de la chambre, retourna dans le salon, s'assit à côté d'Olivier sur le canapé, et il leva le bras sans regarder pour qu'elle puisse s'appuyer contre lui. Et elle s'appuya. Et dehors, Paris faisait son bruit habituel, doux et continu, indifférent et vivant. Et Anne ferma les yeux avec 2 mains déjà dans la tête. La réunion de 9h, le dossier à finir, le café du bas de la rue, et s'endormit dans la lumière de la lampe, dans sa vie à elle, qui était ordinaire et entière et suffisante, ce qui était tout ce qu'elle avait voulu. Anne n'a pas refait sa vie. Elle a fait la sienne, ce qui est très différent. Est-ce que cette histoire vous a touché? Avez-vous reconnu quelque chose en elle, dans ses silences, dans ses choix? Dites-nous dans les commentaires, votre avis compte vraiment et il nous aide à continuer. À très bientôt pour une nouvelle histoire.